Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on passe à la deuxième partie de la photo HDR, c'est-à-dire la prise de vue. C'est parti! Donc comme vous pouvez le voir ici, je suis dans une pièce qui est éclairée par une fenêtre ou simplement pour une fois en Belgique on a du soleil, donc j'en profite pour le contexte de la photo HDR qui est justement parfait dans ce cas-ci. Et simplement j'ai ici derrière moi, donc je vais un petit peu m'écarter pour que vous le voyez, j'ai disposé sur la table en fait un appareil photo et une petite pièce simplement pour décorer. Le but est de voir comment on va pouvoir, grâce à la photo HDR, pouvoir exposer ça correctement. Donc simplement, si vous n'avez pas vu la vidéo d'introduction sur la photo HDR, je vous invite à aller la voir, je mets le lien dans les notifications et également dans la description de la vidéo. Donc ici simplement on est dans un cas où la scène est beaucoup trop claire et donc si je ne prends qu'un seul cliché, soit j'aurai un élément de base, c'est-à-dire mon sujet qui sera correctement exposé, mais je vais avoir notamment l'arrière-plan qui va être cramé et certaines zones qui vont être bouchées. Si j'expose pour les hautes lumières, j'aurai simplement mon sujet qui sera trop foncé et certaines zones totalement bouchées. Et si j'expose pour les ombres, j'aurai dans ce cas-là les ombres qui seront bien exposées, mon sujet qui sera trop clair et l'arrière-plan qui sera totalement cramé. Pour réaliser la prise de vue HDR, il y a donc deux possibilités, soit on va le faire comme je l'ai fait ici totalement manuellement, ou alors on va employer les fonctionnalités de bracketing de l'appareil photo. Quelques précautions à prendre bien sûr. La première chose, c'est que comme on va vouloir combiner plusieurs photos d'une même scène, il faut absolument que cette scène ne bouge pas en cours de route. Alors il y a moyen de le faire en prise de vue à main levée, mais moi je vous conseille fortement de le faire sur trépied quand c'est possible. Si jamais vous le faites à main levée, il y a deux choses à faire. La première chose, c'est toujours de prévoir de cadrer un petit peu plus large, de manière à pouvoir en fait aligner les photos au niveau de la post-production, ce que je vous montrerai dans le prochain épisode aussi. Mais aussi dans ce cas-là, prévoyez de shooter en rafale de manière à limiter un maximum les mouvements et les changements de luminosité pendant que vous prenez les photos. Si vous prenez votre appareil photo, vous faites une première vue, vous commencez à bouger vos réglages, vous recadrez, vous refaites une prise de vue, vous pouvez être sûr et certain que vos photos ne seront pas alignables, qu'il y aura trop de différence entre les photos pour pouvoir les combiner. L'idéal étant donc bien sûr d'être sur un trépied. Si vous êtes sur trépied, à ce moment-là, au moins votre cadrage est constant, vous avez le temps de le faire. Et du coup, vous pouvez utiliser soit les fonctionnalités de bracketing de l'appareil photo, soit de le faire en manuel. Les fonctionnalités de bracketing de l'appareil photo, c'est assez simple à comprendre. Vous allez commencer simplement par définir combien d'éléments vous voulez faire. Donc par exemple, vous pouvez faire un bracketing de 3 photos, de 5 photos, de 7 photos. Tout dépend de votre appareil, de ce qu'il vous donne comme fonctionnalité. Dans le cas du 600D ici, je ne peux faire qu'un bracketing que de 3 photos. Donc dans ce cas-là, je vais simplement me limiter à ça. Si maintenant je le faisais avec mon Sony Alpha 7 III, je peux aller jusqu'à des bracketings de 9 photos. Donc ça va dépendre énormément des fonctionnalités. Si jamais vous n'avez pas de bracketing disponible sur votre appareil ou qui ne permet pas de faire suffisamment de clichés, dans ce cas-là, il va falloir le faire manuellement. On va commencer simplement par le principe du bracketing. Donc pour du bracketing, c'est pas compliqué. La première chose à faire, c'est de commencer par l'activer. Donc ici sur un Canon, donc forcément l'écran va peut-être un petit peu inversé, mais vous le verrez sûrement ici. Vous devez prendre à ce moment-là les quick menus, donc il y a la touche Q au niveau de l'appareil, et vous sélectionnez alors la partie qui montre la barre d'exposition. Là, vous appuyez sur OK, et vous pouvez à ce moment-là, avec la molette, venir en fait écarter deux barres. Vous voyez que quand je la fais bouger, j'ai ici en fait deux éléments, deux petites barres qui viennent s'écarter de la barre centrale. La barre centrale indique mon exposition de base et les deux autres barres montrent en fait l'exposition plus foncée et plus claire. Donc c'est là qu'en fait vous allez pouvoir définir l'écart entre deux expositions. Ici, dans ce cas-ci, je peux faire un écart de 1 stop entre deux photos ou un écart de 2 stops entre une photo. Certains appareils vont permettre de faire des écarts beaucoup plus grands. De manière générale, moi je vous conseille généralement de travailler avec des écarts d'1 stop et que si vous avez quand même trop de plage dynamique pour des écarts de 1 stop, c'est simplement de multiplier le nombre de clichés que vous allez prendre. Donc ici, comme la scène est extrêmement contrastée, ce que je vais faire, c'est prendre des écarts de 2 stops. Donc, je me mets ici avec un écart de 2 stops, on voit que mon exposition moyenne est au milieu et que j'ai un qui est 2 stops plus foncé et un qui est 2 stops plus clair. Ça, c'est le fait d'activer le bracketing. Ensuite, ce qui me reste à faire, c'est de correctement exposer ma photo. C'est-à-dire que dans ce cas-là, ici je vais de nouveau le faire au live view pour vous montrer, mais je vais en fait définir quelle est mon exposition de base, quelle est l'exposition propre pour ma photo. Donc ici, je vais simplement réduire l'exposition pour avoir quelque chose qui me plaît. Je vais quand même tourner un petit peu l'écran pour le voir, le temps de le faire. Voilà, comme ceci, ça me paraît correctement exposé. Ma mise au point, je l'ai déjà faite. Le réglage de l'appareil, c'est tout ce que je change ici. Donc en fait, j'ai une ouverture ici, je suis à f8.
Si je regarde mes informations également, je suis à ISO 100 et à 1/15e de seconde pour mon exposition normale. Donc ça veut dire que là, mon bracketing va me faire 3 photos avec l'exposition moyenne, c'est-à-dire celle du milieu, qui sera à 1/15e de seconde. Puisque j'ai défini un bracketing de 2 stops, je vais avoir une exposition qui va être 2 stops plus clairs et une exposition qui sera de 2 stops plus foncés, qui elle sera donc d'1/60e de seconde. Et donc ici, j'ai mis l'appareil sur retardateur, ce qui veut dire que maintenant, je n'ai plus qu'à déclencher et mon appareil, une fois qu'il va déclencher, va faire automatiquement mes 3 prises de vue. Donc comme vous pouvez le voir dans ces 3 photos, j'ai bien mes 3 expositions, l'exposition moyenne qui est donc à 1/15e de seconde, une exposition plus sombre de 2 stops, donc on passe d'un 15e à un 30e, donc à un 60e de seconde, et une exposition plus claire qui est donc à peu près d'1/3 de seconde. Donc pour faire un bracketing, si vous avez la fonctionnalité sur votre boîtier, vous avez principalement 2 choses à déterminer. La première chose, c'est le nombre d'écarts et l'écart entre les différents éléments de bracketing. Donc est-ce que vous voulez faire 3 éléments, est-ce que vous voulez faire 5, 7, 9? Généralement, on utilise toujours un nombre impair de photos, simplement pour avoir en fait un élément de référence et une marge des 2 côtés, de manière à ce que quand le logiciel essaye de recombiner le tout, il sache en fait quelle est l'exposition normale, c'est-à-dire quel est l'élément de référence auquel on vient rajouter des informations dans les hautes lumières et dans les basses lumières que l'on va chercher sur les autres clichés. Et ensuite, une fois que vous avez déterminé ça, il ne vous reste plus qu'à définir l'exposition de base. Et donc ça, forcément, ça dépendra de la scène et de votre sujet. Moi ici, mon sujet, c'est la petite pancarte et l'appareil photo. Donc je voulais qu'eux soient correctement exposés, mais je voulais également conserver donc cette impression de luminosité qui venait de l'extérieur. Et donc c'est pour ça que dans ce cas-ci, j'ai choisi de faire du HDR. Dans le cas où vous n'aviez pas de bracketing, vous ne voulez pas le faire en bracketing, vous voulez le faire manuellement, ben le principe est exactement le même. C'est-à-dire que vous allez commencer simplement par faire une première exposition. Donc là, j'ai réglé l'appareil pour la première exposition, donc je suis à un 20e de seconde et toujours à f8 et ISO 100. Au niveau de la mise au point, elle est déjà faite. L'appareil est mis sur retardateur de manière à ce que les vibrations que j'indique au moment où je déclenche soient annulées. Donc ici, je vais simplement déclencher la première photo avec le retardateur et du coup, la prise de vue va être faite, ce qui me donnera mon exposition de base. J'ai maintenant ma première exposition et je vois bien sûr qu'il y a tout un élément dans la photo qui est cramé. Du coup, je vais faire exactement le même principe que le bracketing, c'est-à-dire de réduire l'exposition pour faire une exposition plus sombre. Donc je vais réduire l'exposition d'un stop. Comme mon appareil fonctionne avec des tiers de stop au niveau de l'exposition, je vais donc réduire l'exposition de 3 crans, ce qui me fait passer à un 40e de seconde et je déclenche. Et là, je vais avoir simplement une photo qui sera exposée d'un stop en moins, donc plus foncé et donc avec plus d'informations dans les hautes lumières. Si maintenant je veux encore récupérer plus d'informations dans les hautes lumières, il me suffit de refaire le même principe, de reprendre un cliché, de réduire de nouveau l'exposition d'un stop et donc de passer à un 80e de seconde et je déclenche. Là, ça me semble correct, il me semble avoir les informations que j'ai besoin dans les hautes lumières, sachant que de toute façon, ce que je vois ici, c'est l'histogramme du JPEG, le RAW, je vais pouvoir récupérer les informations dedans aussi. Et donc maintenant, je vais faire l'inverse. Je vais également prendre les expositions plus claires pour aller rechercher de l'information dans les ombres. Donc je reviens sur mon exposition de base qui était d'un 20e de seconde. Et donc maintenant, je vais prendre une exposition plus claire d'un stop. Donc je fais 3 crans dans l'autre sens, ce qui m'amène à 1/10e de seconde et je déclenche. J'ai donc là une photo avec beaucoup plus d'informations dans les basses lumières. Donc maintenant, je vais par sécurité en prendre une en plus de manière à voir mes 5 clichés. Donc la base, 2 vers le haut et 2 vers le bas. Donc j'augmente l'exposition encore d'un stop, donc ce qui m'arrive à un 5e de seconde. Donc ici je déclenche et il ne me reste plus qu'à attendre et à ce moment-là j'aurai mes 5 clichés. Et une fois que j'ai ces 5 clichés, que je les ai fait avec le bracketing ou en manuel, ce sera exactement le même principe. Et voilà, là j'ai mes 5 clichés qui sont pris. Vous voyez que celui-là est totalement cramé au niveau des hautes lumières. Par contre, j'ai mes informations dans les basses lumières. Et ça, c'est le plus important. C'est à ça que sert ce cliché-là. La prise de vue des différents clichés n'est pas compliquée, que vous le fassiez en bracketing ou non, le principe est strictement le même et vous finissez directement avec 3, 5, 7 clichés suivant vos besoins. Il y a toutefois certains éléments qu'il faut tenir en compte quand vous faites un bracketing, quand vous faites en tout cas du HDR, c'est qu'il y a certaines scènes pour lesquelles ce ne sera pas adapté. Ici, je n'ai strictement rien qui bouge dans ma scène, donc forcément c'est idéal. Si vous avez des éléments qui bougent dans la scène, que ce soit les branches d'un arbre qui bougent avec le vent, que ce soit une personne qui se déplace dans la scène, une voiture qui passe, dites-vous que tous ces éléments-là risquent de ruiner complètement le traitement HDR,
Tout simplement parce qu'au niveau de la superposition des images qui va être faite dans le logiciel, il va y avoir un effet de ghosting qui va apparaître, donc vous allez avoir une espèce de silhouette transparente qui va apparaître d'un des éléments, ce qui va donner soit une impression de totalement gâché, soit de flou, et ça c'est quelque chose que l'on ne veut pas. Donc si vous voulez faire du HDR, dans ce cas-là, prévoyez en tout cas d'avoir une scène dans laquelle il n'y a rien qui bouge. Si vous avez des éléments qui se déplacent dans la scène, du vent, dans des arbres ou peu importe, vous allez avoir énormément de difficultés à le faire, tout simplement parce qu'à la combinaison des clichés, ça ne fonctionnera pas. Donc faites attention que pour de la photo HDR de manière propre, il faut vraiment avoir le moins de mouvement possible dans la scène. Les logiciels arrivent plus ou moins à récupérer certains types de ghosting, mais ce n'est jamais aussi propre que d'avoir une scène qui est totalement figée. Donc attention, à ce moment-là, prévoyez vraiment d'avoir une scène qui est figée. Dès que vous avez trop de mouvement dedans, le HDR ne sera pas possible. Alors dernière remarque, vous avez sans doute remarqué que j'ai fait la prise de vue totalement en manuel ici, simplement parce que sur trépied c'est le cas le plus facile, j'avais le temps de faire la prise de vue. Si maintenant vous fonctionnez en priorité ouverture, je vous conseille vivement de travailler à ce moment-là avec la mémorisation d'exposition qui va vous permettre simplement de prendre la mesure de lumière une fois et de prendre une série de photos avec le décalage comme vous le souhaitez. Sinon simplement à chaque cliché votre appareil va remesurer la lumière, ce qui risque de créer des décalages. Vous pouvez également travailler avec la compensation d'exposition si vous êtes en mode priorité ouverture ou priorité vitesse, mais de nouveau à ce moment-là, travaillez avec la mémorisation d'exposition au moment où vous déclenchez. Si vous êtes sur trépied et que vous avez le temps, moi je vous conseille de le faire en manuel parce que c'est là que vous aurez le moins de soucis, vous aurez la plus grande régularité entre les clichés et c'est vraiment ça qui importe au niveau de la prise de vue en HDR. Voilà donc pour cette vidéo sur la prise de vue d'une photo HDR. Pour la partie post-traitement, ce sera dans une troisième vidéo qui sera normalement dans 2 semaines si tout va bien. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Vous pouvez me suivre sur Facebook via le groupe et la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a également le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Déclic Numérique.